si tout le monde est prêt, on va poursuivre avec la table ronde, discussion collective avec nos collègues de Kinshasa. Comme voilà, des collègues nous ont rejoints sur scène, je vais juste dire quelques mots pour les présenter. Donc, directement à ma gauche, nous avons Judith Clark, qui est l'une des deux cofondatrices du Center for Fashion Curation, donc un des partenaires institutionnels de ce projet. Elle jouit d'une reconnaissance internationale dans les milieux universitaires, les musées, les galeries, l'industrie et la presse. Elle a été commissaire d'exposition majeure au Victorian Albert de Londres, au Musée de la mode d'Anvers, au Boijmans van Beuningen de Rotterdam et au Palazzo Pitti de Florence. Ensuite, à côté de Judith, nous avons Charlotte Delacour. Charlotte est une ancienne élève du Master en Fashion Curation, dispensée au London College of Fashion. Elle a auparavant suivi des études en philosophie de l'art et management culturel. Et puis, elle s'est intéressée à la SAP dans le cadre d'un cours intitulé Collect and Recollect, mené par Amy Delahaye, la collègue et cofondatrice du centre avec Judith. Son étude mettait en parallèle entre les comportements de sapeurs et de collectionneurs. Et elle travaille actuellement en tant que chercheuse et freelance curator. Et ensuite, au bout de la rangée, nous avons Mick Finch, notre collègue du département Fine Art à Central St. Martins. Mick Finch est artiste, écrivain et chercheur. Il a été chercheur principal du projet financé par l'EHRC, donc le Arts and Humanities Research Council, A Vision for Europe, Academic Responsibility and Action in Times of Crisis, en collaboration avec le Warburg Institute et le groupe de recherche Bilderfahrzeuge. Ce projet a donné lieu à une exposition, Bilder auf Wanderschaft, au Central Institute de Munich, et à la publication The Image Journeys, The Warburg Institute and the British Art History. Il est aussi co-investigateur du projet Imagining Futures de l'EHRC GCRF et fait partie de l'équipe travaillant sur T-Factor, un projet financé par l'Union européenne dans le cadre de Horizon 2020, qui dirige le T-Lab Arts and Culture. Il a écrit de nombreux articles sur le contexte de la peinture française d'après-guerre. Il a également coédité les éditions du Journal of Contemporary Painting sur Simon Antaille et une édition qui revisite Painting as Model d'Yves-Alain Bois. Il a exposé son travail à l'échelle internationale et travaille actuellement sur le Book of Knowledge, une série de collages numériques à partir d'images provenant d'une encyclopédie des années 50 portant le même nom. Mick Finch est actuellement professeur en pratique des arts visuels à l'Université des Arts de Londres, Central St. Martins. Voilà. Biographie très impressionnante. Donc, s'il y a déjà des remarques ou des questions qui vous brûlent, à Kinshasa comme ici, voilà. The floor is yours. En fait, merci beaucoup tout le monde. C'était 4 présentations passionnantes, très intéressantes, et vraiment une introduction des contextes autour qu'est-ce qui se passe en Kinshasa et aussi le contexte de la SAP. Mais il y a une chose qui en fait Sinzo et Prisca a touché avec ces présentations. En fait, c'est cet rapport entre les SAP, et je crois Sinzo a dit, c'était dans 2010, il était ce rapport avec un groupe japonais. Et aussi, Prisca a parlé de ça aussi, je crois, en rapport avec le vêtement grand, mais plus que ça. Mais je voudrais que vous pouvez élargir la discussion, parce que c'est très intéressant. C'est quoi ce groupe japonais? Qu'est-ce que c'est le rapport culturel? Parce que aussi, je crois, Sinzo a dit, et je crois Prisca a dit aussi, c'est autour de cette frontière, autour le SAP, comme, si vous voulez, un phénomène culturel, et bon, une pratique qui est plus ou moins artistique. Peut-être, je n'ai pas compris vraiment bien, mais j'ai l'impression que c'était quelque chose comme ça. Mais est-ce que vous pouvez peut-être
dit quelque chose autour de cette question des Japonais et le sabre. Alors, vite fait, je dirais que ce qu'il faut dire sur les Japonais, ou en tout cas sur les sapeurs en général à Kinshasa, c'est qu'ils sont en fait divisés en groupes selon... alors, il y a des sapeurs plus généraux, c'est-à-dire qui s'habillent comme ils veulent, mais principalement, il y a des groupes selon la provenance ou la nationalité, si vous voulez, des marques de vêtements. Et donc, les Japonais, ce sont des sapeurs qui s'habillent principalement en marque japonaise. Ils vont mettre des Kenzo Takada, des Kasamoto, des Yohji Yamamoto, etc. Il y a des Italiens qui mettent des Giorgio Armani, des DG, etc. Il y a, mais fondamentalement, enfin, les autres sapeurs, donc la plus grande majorité, est quand même composée de personnes qui sont plus éclectiques dans leur choix de vêtements et plus, je dirais même, beaucoup moins dans l'affirmation de cet esprit, si vous voulez, de groupe, en fait. Alors, pour ce qui est des groupes, ce qui est encore intéressant, c'est qu'il y a souvent des confrontations, ce qu'on appelle, ça s'appelle souvent guerre mondiale, c'est-à-dire que ce sont des moments de démonstration et de défilé où chacun des groupes vient avec des vêtements dans des valises pour pouvoir se changer sur place et pouvoir parader en confrontant les autres. C'est un peu comme les battles de rue que peuvent faire des gens dans la culture hip-hop, par exemple. Prisca, vous avez évoqué aussi le groupe. Merci, César. En fait, j'ai compris beaucoup mieux maintenant, en fait. Mais Prisca, avec le grand vêtement, ou the big clothes, cette chose, vous avez évoqué, c'était en lien avec la performance, en fait, comme on pratique. Il y a un lien entre si vous voulez, la taille des vêtements et qu'est-ce qui se passe avec les gestes, etc. Parce que je suis très intéressé par cette transition vers la performance en pratique artistique, si vous voulez. Est-ce que vous pouvez peut-être dire quelque chose sur ça? Exactement, merci beaucoup. Alors, je pense que je vais devoir répondre à cette question tout d'abord en tant que peintre. Après, je parlerai aussi un tout petit peu de cette relation évidemment avec la performance. Mais déjà, ce qui saute aux yeux, c'est cette coloration, mais aussi cet aspect costume. C'est-à-dire qu'il y a un travail au préalable. Le sapeur, il agence le couleur, évidemment, mais il a aussi un besoin, c'est d'être d'une certaine manière vu. Et donc, très souvent, il a aussi de vêtements très extravagants. Et ces besoins d'être vu, ces besoins d'être unique aussi. Et je pense que la relation ici maintenant, enfin, c'est peut-être un constat qui m'a amené à voir, en tout cas ces derniers temps, cette exploitation de la performance sur le plan costume qui aussi rentre dans la même idéologie où ici on a besoin d'être vu et du coup on réalise des costumes, mais aussi des costumes qui sont déjà extravagants et qui, je pense qu'il y a aussi cet aspect esthétique qui devient très important dans la manière de faire, dans la manière de construire. Et voilà, je crois que c'est de là qu'est partie en fait mon étude où je dirais les constats sur ces des pratiques.
Merci. Hello, the interpreter is going to have to switch, I'm afraid. I wanted to thank all of you for your incredible presentations. I work as a co-director of the Center for Fashion Curation, and we look at mainly the exhibition of dress, but also the archiving of dress, the classification of dress. And so my questions are informed by that position. And what struck me in the presentations was the communication of the kind of essences of LASAP, of kind of what constitutes the kind of fundamental elements, not kind of condensed quite to a meme, but still kind of the kind of necessary attributes of color, of material. But what, in a way, sort of fascinates me is what the activation is. That there's a specific word that really kind of got my attention, and that was the ambianceur, and that it meant something in a way far less precise, but nevertheless just as necessary in terms of kind of staging and the importance of a very particular kind of visibility. Visibility of the garment against a backdrop, and that the backdrop was all important. And so as an exhibition maker, I wondered whether any of you would like to speak to two aspects in a way. One, what might begin to form a conversation about classification, if you like, what about in terms of the essences, but also in terms of exhibition, how we might start to think of kind of fixing backdrops when kind of the urban space is so key. So it's sort of not really aimed at anyone in particular, but if somebody would like to pick up that conversation with me about kind of exhibition making and classification, and whether in your experience or whether you've started those conversations with museums. Est-ce que vous avez eu une traduction en live ou à Kinshasa? Ça n'a pas bien marché. Est-ce que vous pouvez faire une petite synthèse? Alors la question, c'est la question en lien avec l'ambianceur et finalement la création de situations où la question du vêtement, du textile ne vient pas sans la question du contexte qui est créé avec ces situations performatives. Et donc, ceci vient un peu remettre en question des distinctions traditionnelles en Occident entre la figure et le fond, par exemple. Et donc, ça vient également, ça nous invite également à reconsidérer des questions de classification sur lesquelles la pratique curatoriale ou muséale, en lien avec l'exposition du vêtement et de la mode, classifications sur lesquelles justement ces pratiques de monstration, de collection sont basées. Donc,
si j'ai bien suivi Judith, la question c'est, et c'est adressé à chacun de vous, dans quelle mesure la SAP vient remettre en question ces classifications aussi bien esthétiques que curatoriales et muséologiques. Et voilà, est-ce que vos recherches sont en dialogue avec des institutions muséales et comment finalement tout ça entrerait dans un contexte d'exposition ou de musée? Cédric commence. On fait de petits aménagements pour le son, sinon on aura des échos un peu partout. Donc voilà, la première chose, c'est bien évidemment bonjour Judith, très grand plaisir de nous revoir après un si long moment. Je pense très clairement quand il s'agit de classification, en essayant d'aborder la question des sapeurs, mais aussi de leur état d'esprit, parce qu'il s'agit de l'état d'esprit des sapeurs, de leur définition de ce qui est et de ce qui n'est pas. Donc, moi, j'ai pu déceler une classification d'imaginaire. Et ces classifications que je souhaite partager avec vous, même si je suis en train de travailler sur ça. Alors, on a des imaginaires de forme d'abord. La forme, en sachant que la forme, elle est commune à la mode, elle est commune à plusieurs disciplines. Et quand on regarde, même sur le plan local, le mot forme, on l'utilise différemment. Le forme, chez nous, ça veut dire des vêtements. Celui qui a une bonne forme, c'est quelqu'un qui a des bons vêtements. Et dans un langage local, c'est complètement interprété de manière à ce qu'on décrit le vestiaire. Et les imaginaires de forme nous renvoient à dire que c'est parfois la recherche d'éclectisme, c'est l'un des éléments qui est assez particulier du point de vue du sapeur de Kinshasa. Et c'est une recherche éclectique qui est continuelle. Et ce qui permet d'aller en disant qu'on a un lien avec le Japon. Pourquoi c'est aller au Japon? C'est particulièrement parce que, bon, après avoir vu que tout le monde était branché sur un canal, c'est-à-dire l'Italie, peut-être Paris, il y en a d'autres qui ont décidé de ramener de nouvelles formes d'expression. Et ces formes d'expression sur le corps ont débouché vers des noms. Et dans la culture quinoise, le nom est assez fort. Donc, il faut que le nom soit suffisamment pertinent, que le nom soit suffisamment redit, qu'il soit présent, qu'on s'en souvienne. C'est pour ça que les gens changent de nom. Ils changent de nom parce qu'il a changé également de forme. Chaque nom appelle une forme particulière. Donc, dans ces significations-là, dans ces imaginaires-là, conscient ou inconscient, il y a la présence du nom et la présence de la forme. Et ce qui relie ça à tout ce qu'on a en termes de performance, en termes de... c'est cette recherche continuelle de pouvoir questionner, de pouvoir re-questionner encore cette présence de la forme. À part ça, on a des imaginaires de lieux. Donc, la SAP s'est nourrie des lieux. Un vêtement qui a été fait à Paris, mais qui est porté à Kinshasa et qui est revendiqué comme un trésor.
C'est pour ça que ceux qui s'en vont doivent ramener des formes. Ils doivent ramener des nouvelles formes. Ces formes qu'ils ramènent sous forme de tissu, mais sous forme de vêtements, sont comme des trésors. Ce sont des trésors de lieux. Et dans cette dénomination, c'est assez complexe, mais dans mes recherches, j'essaie de décrire ça simplement. Dans cette multiplication de dénominations, chaque sapeur a un trésor d'un lieu. Donc, le groupe des Japonais, il revendique excessivement le trésor du Japon parce que, bon, le Japonais a son imaginaire, c'est le mythe du samouraï, c'est le mythe des guerriers. Et donc, un Japonais, c'est avant tout un guerrier. Et un guerrier ne s'habille pas il ne s'habille pas avec des formes classiques. Il a des formes de guerrier, des formes. Et là, on entre dans la mode. Ce qui fait que ça épouse toute une philosophie de groupe. Et cette recherche-là, en termes de classification, c'est peut-être un travail qui est à faire au niveau du regard. Et ce regard-là, c'est ça qui permet de les classifier. Mais d'un point de vue muséal, quand on veut aborder ça dans un espace muséal, c'est là où ça pose une autre temporalité, parce que dans la dernière présentation, celle qui était présente, je crois que j'ai oublié le nom, nous parlait de pourquoi on n'expose pas les collections des sapeurs dans les musées. C'était une question assez intéressante. Pourquoi on n'expose pas les collections des sapeurs? Mais est-ce que les sapeurs ont besoin de ça? Je ne pense pas qu'ils ont besoin de ça, puisque leur temporalité à eux, ou leur esprit à eux, est un esprit de revendication, et de revendication à la fois de forme et de trésor. Mais ce trésor-là, est-ce qu'il est, c'est à notre niveau à nous, d'essayer de comprendre, d'essayer de voir si ce trésor-là est classifiable, s'il y a tout un discours à mettre dessus. Et donc voilà, je peux m'arrêter là parce qu'il y a d'autres imaginaires et je vais laisser la parole à d'autres intervenants. Alors, moi j'aimerais rebondir sur cette question justement de musée. Je pense, c'est une discussion que j'ai eue assez longuement au cours d'une table ronde curatoriale, parce que j'étais membre d'une équipe de curation à Ostende, en Belgique, où il était question effectivement d'exposer notamment des tissus, en tout cas des vêtements qui avaient été des vêtements sur lesquels un peintre avait reproduit des images et qui avaient été donc des vêtements portés à Kinshasa à la base. Je pense que il y a fondamentalement une question, si vous voulez, de paradigme dans le rapport au musée, ou en tout cas à l'espace d'exposition, tel qu'on l'appréhende en Europe. Sur la question, si vous voulez, de la création, telle que cela peut être appréhendé ici, c'est-à-dire que les espaces définis comme espaces de présentation, de représentation, ne sont pas toujours en phase avec finalement en tout cas pas en phase en tant qu'espace, mais en phase en tant que fonctionnement, enfin pour leur fonctionnement, je dirais, avec, si vous voulez, l'évolution ou en tout cas l'actualité de la création. Je disais tout à l'heure qu'il y a de ce côté une histoire assez importante des corps, c'est-à-dire que les artistes, qui soient peintres, je pense que vous le voyez certainement dans beaucoup de travaux, même de peintres
contemporains africains aujourd'hui, il y a une espèce de centralité du corps, quand ce n'est pas une silhouette, c'est je ne sais pas quoi, mais en tout cas les corps interviennent beaucoup dans les représentations, dans les créations. Et donc l'histoire du corps n'est pas seulement une histoire, si vous voulez, d'objets figés. C'est une histoire finalement de l'espace qui devient l'espace de l'évidence, ou en tout cas l'espace comment dire, l'espace dont on est sûr, dont on est sûr de comprendre, de comprendre à la fois les latitudes, mais également dont on est sûr de la vérité, et donc à partir duquel finalement on va aborder le reste du monde. Je pense que les musées, donc, en tout cas les projets d'exposition, en tout cas les projets de curation, la plupart du temps sont dans un tiraillement entre finalement les pratiques traditionnelles pour figer les œuvres, pour figer la création, et ces espèces d'évolution sur, pas seulement d'évolution, c'est pas que des évolutions, parce que en tout cas dans le contexte, je pense, africain, on ne peut pas appeler ça une évolution, parce que le musée, c'est quand même quelque chose qui s'est développé en dehors du contexte africain. Donc, lorsque les artistes venant d'un contexte extra-européen débarquent dans les musées, je pense qu'il est important d'interroger comment finalement ils portent pleinement leurs envies d'expression dans un espace comme celui-là, sachant que cela va dépasser forcément les cadres habituels qui figent en fait, qui figent la création. Adina, if I could say something. Alors, est-ce que si je pourrais dire quelque chose très rapidement, je crois que la forme dont on parle ici, elle est dynamique, c'est des costumes, en fait. Des costumes, si au départ, les Japonais, comme le disait si pertinemment Cédric Nzolo, c'est une tradition des samouraïs, et que des pièces comme des Yohji Yamamoto ou Kasamoto, c'est des pièces qui coûtent cher, vous vous retrouvez que tous ces sapeurs, c'est des personnes déjà qui fabriquent vers la fin, qui prétendent porter de la marque qui coûte cher, alors qu'en réalité, ils fabriquent leurs propres costumes. Ils ont le mérite maintenant d'être des performeurs. Autant il y a des performeurs qui fabriquent des costumes avec des pièces de récupération, et ils fabriquent des costumes dont ils revendiquent des noms connus, alors qu'en réalité, ce qu'ils portent, ce ne sont pas des noms connus, c'est des habits des fois de seconde main ou c'est des habits fabriqués eux-mêmes. Donc, ils ont le mérite d'être des performeurs. Mais alors, les costumes, c'est un peu comme, il faut répartir un peu même dans l'histoire de nos masques, les masques, au fait, qui sont une partie d'un ensemble de costumes qui ne sont plus exposés, dont vous avez seulement les masques. Et le masque, il est figé quand il est placé dans le musée, alors que dans son milieu naturel, c'était un objet dynamique, porteur d'essence. Et la personne qui portait ces masques-là et les costumes avait une mission. Et c'était comme quelqu'un qui était transfiguré quand il portait ces masques-là et ces costumes-là. Alors, les mêmes sapeurs aussi, c'est des personnes aussi qui se sentent investies quand ils portent leurs costumes-là. Je crois que les costumes exposés ne signifient, ne renseigneraient en rien sur la psychologie du sapeur, parce qu'il y a ce qu'on appelle les mouvements, les scantaines. Les scantaines, c'est tous ces mouvements, toutes ces grimaces, toute cette mimique, toutes ces gestuels qui viennent au fait défendre un morceau de tissu qui n'en est pas, bon, qui prend de la valeur juste parce qu'il est mis en musique, il est mis dans ses dynamismes, il est accompagné par la parole, par la gestuelle. C'est ce qui fait qu'il est un combattant et il gagne des batailles comme ça parce qu'il sait parler, parce qu'il sait vendre ce qu'il porte
quand bien même l'adversaire pourrait savoir pertinemment que peut-être les produits qu'on est en train de me vendre, ce n'est pas la dernière collection de Yohji Yamamoto ou de Kasamoto. Donc, je crois que cette pratique, il y a quand même une grande difficulté de vouloir regarder ça avec les yeux occidentaux et de présenter les costumes, ce serait comme des mannequins empaillés qui portent des habits, au fait, qui cesseraient de vivre. En fait, c'est une pratique très dynamique. Donc, voilà pourquoi je pense que le discours de Prisca sur une parenté presque entre les sapeurs dits japonais et la pratique performative, on fabrique tous les costumes et on doit les porter pour les rendre vivants et pour transmettre le message. Merci beaucoup. Merci Henri. Oui, je crois que Prisca voulait prendre la parole. Effectivement, sa présentation est extrêmement pertinente pour ces questions parce qu'elle a bien montré une porosité entre les champs de la SAP et de la performance. Et finalement, dans l'histoire de l'art occidental, les pratiques performatives, éphémères, temporaires, viennent poser la même question, viennent confronter le musée par rapport à ces bases vraiment épistémologiques qui sont de collectionner et de montrer. Donc, peut-être que, Prisca, par rapport au contexte que vous avez étudié, que vous nous avez exposé, vous pourriez peut-être un peu revenir là-dessus et puis élargir votre propos. Merci beaucoup, Adina. Je crois que je vais juste compléter ce qui a été vraiment déjà dit parce que je pense que c'est très intéressant. Surtout, je parle ici de cette performance, enfin de cette SAP qui est vue et qui, en tout cas, lorsqu'elle est placée dans un certain contexte, ça veut dire qu'elle devient nommée selon ces contextes-là. Alors, la question maintenant du musée, je veux rejoindre ce que Shinzo a dit. Je pense qu'il y aura en tout cas un retour assez figé de cette SAP qui sera présentée dans un musée parce que déjà le costume ne suffit pas. Il y a cette personne aussi qui porte ces costumes et après, si elle est représentée soit comme photo, là encore, il y a une grande problématique qui fait surface. Surtout, je parlerai ici de la question de droit d'auteur. Qui est l'auteur de cette photo ou c'est qui l'artiste, au fait, qui a le droit sur la photo? Est-ce le performeur ou est-ce la personne qui pose l'acte? Du coup, je crois qu'il y a déjà une très, très grande problématique si elle doit être représentée dans un musée. Et je pense même qu'elle devient quelque peu, en tout cas, dépourvue de son sens. Et elle est faite, en fait, pour être vue dans son espace au préalable qui est, je pense cette rue, je pense en tout cas, ses côtés urbains. Voilà. Mais vraiment, je parlerai ici aussi ça veut dire que les sapeurs, il est comme tel, et c'est notre regard sur lui qui pourrait, je pense, les conditionner ou les classifier selon un cadre spécifique. Donc, lui, il se présente comme sapeur, il veut poser son acte, il veut montrer que ce qu'il porte comme marque est plus que l'autre. C'est-à-dire qu'il y a une battle une confrontation de marques. Et c'est lui qui a la plus grande marque et c'est lui qui remporte un peu ces duels. Voilà. Merci, parce que juste pour continuer avec ça, parce que cette question de la mise en image, de qu'est-ce qui se passe avec la pratique de SAP, c'est très intéressant. On imagine qu'il y a une industrie en parallèle avec les SAP, qui est la mise en image, soit avec la photo, mais aussi certainement avec la vidéo ici, parce que c'est très connu maintenant, la publicité, par exemple, pour Guinness, par exemple, les choses comme ça. Mais il y a une autre question pour moi qui est connectée avec ça,
que, en fait, Rubio et Prisca a évoqué. Je ne sais pas si je peux articuler très bien, mais c'était avec cette sens, avec un lien entre le sap sur scène, je crois Prisca a évoqué cette idée, mais aussi Rubio. Vous avez aussi dit quelque chose en rapport avec le mime, le mème, pardon, pas le mime, le mème, que il y a un rapport entre le lieu et puis vers porter des actions. Et j'ai l'impression qu'il y a une complexité là-bas avec, si vous voulez, soit le pratique de SAP qui, en fait, le forme, c'est une dynamique vers une action. Et si je compris bien qu'est-ce que vous avez dit, Rubio, que le mème, pardon, c'est un peu la même chose. C'est quelque chose qui provoque une action. C'est quelque chose qui est une impulsion vers une action. Peut-être je me suis complètement trompé, mais est-ce que vous pouvez dire, peut-être Rubio en premier, vous pouvez dire quelque chose autour de ça? J'espère donner un sens de ça. Ok, d'accord. Vous m'entendez, j'espère. Oui, bien, on entend très bien. Très bien, merci de la parole. J'aimerais, avant de répondre à la question, faire un bref commentaire sur la discussion en rapport avec la SAP et les musées. Je pense qu'il y a un point que nous n'avons pas suffisamment souligné, c'est le lien entre la musique et la SAP. Je pense que ce lien nous permettra d'explorer ce qui pourrait advenir entre la SAP et les musées. On en a appris que récemment, le gouvernement congolais a acquis la maison de Papa Wemba, cet illustre musicien, et laquelle maison sera transformée en musée. Voilà, ce sera un musée lié à Papa Wemba, qui est un des héros de la SAP. Donc, dans sa maison, à part sa discographie, j'imagine la scénographie qui sera dressée dans cette maison, qui sera probablement transformée en musée. Il y aura d'une part peut-être sa vie personnelle, sa vie artistique, sa discographie. En même temps aussi, il y a un aspect de SAP qui sera là. Donc, si on parle de Papa Wemba sans faire allusion à la SAP, je pense que c'est un des pans importants de sa vie qu'on aurait enlevé. Et dans ce cas, on se retrouvera quelque part avec une section du musée qui a trait à la SAP. On pourrait peut-être exposer certains de ces vêtements les plus connus. Donc, il y a déjà quelque part ce qui va venir, même si anthropologiquement, on n'imagine pas qu'on fige certains objets, qu'on fige certaines réalités, parce que ces objets, des collections doivent vivre dans l'environnement social, dans un contexte originel, mais quelque part, on va aller à une exposition des habits, à une exposition des éléments liés à la SAP. Et même pour être figé, lorsque les sapeurs marchent, parfois ils se figent eux-mêmes. Voilà. Si nous essayons de nous remémorer de la façon dont les sapeurs marchent, à un moment, ils se figent eux-mêmes. Ils prennent une position et ils ne bougent pas. Je ne sais pas si je pourrais trouver une vidéo pour vous la montrer, mais quand ils marchent d'une manière particulière et à un moment, ils bloquent. Le Papa Wemba, le V sur sa porte, c'est voilà. Rubio, c'est-à-dire chaque fois il fige, il fait image. En fait, le SAP lui-même, elle-même, quand il fige, c'est mise en image voilà. C'est une image et quand il est figé, c'est pour que vous puissiez admirer. Quelque part, on bloque le temps. Voilà, c'est-à-dire on est quelque part face à un mannequin ou à une statue qu'on va admirer pendant les secondes où il est figé avant qu'il puisse poursuivre sa marche. On l'active après. Oui, oui. Mais on peut dire que c'est une action, en fait. Quand il fige, c'est une action. Une action, pardon. Oui, c'est pour dire que voilà, on va aussi dans
on va vers les liens beaucoup plus forts, même si on ne le veut pas, entre la SAP et le musée, entre la SAP et les lieux d'exposition, puisque l'individu lui-même, en pleine rue, lorsqu'il marche comme sapeur et qu'il bloque en faisant une phase pendant quelques secondes pour que les gens l'admirent, mais ça devient comme un objet de collection, ne fût-ce que pendant quelques secondes. Bon, je réponds à la question en rapport avec les mèmes. Je l'avais indiqué aussi dans la présentation. Pour bien comprendre, on devra quitter l'option de stimulus-réponse pour dire que puisqu'il y a un mème, il faut forcément une action dans les minutes qui suivent dans la société. Non. C'est-à-dire que ce sont des informations, des schèmes, des façons de réfléchir, de penser qui influencent de manière consciente ou inconsciente notre agir. Donc, si je suis le fils de quelqu'un qui se dit sapeur, il me transmet quelque part pas seulement ses gènes, mais ses mèmes, c'est-à-dire cette information culturelle, cette information, je peux dire, psychologique, que je suis le fils d'un sapeur et je vais me comporter comme un sapeur, même si je n'agence pas les couleurs ou je n'agence pas les pièces, mais je me comporterai différemment dans mon entourage en ce qui concernera l'habillement ou la façon d'être, la façon de se tenir. Voilà, c'est l'action qui se fait sur un temps beaucoup plus long. Ça agit sur le comportement, sur la perception des choses. C'est cela l'influence de même sur le plan de l'action, pas forcément dire qu'on a reçu l'information et forcément la seconde qui suit, la minute qui suit, il y a une réaction. Non. Il y a un temps d'appropriation, un temps où l'information reçue se dilue, se transforme et le même, c'est comme le gène, il se transforme avec le temps. Donc l'information reçue ou l'idée de sapeur peut évoluer en fonction que je suis en Chine ou au Brésil ou au Guatemala, mais il y aura quand même une souche principale qui va rester. Donc, c'est pour dire que ça influence nos comportements, mais de manière douce, ça prend du temps. Ce n'est pas quelque chose qui se réalise de manière brusque, de manière instantanée, et parfois même de manière inconsciente. Merci. Puisque j'ai l'impression que vous avez quelque chose à dire, mais peut-être que je me suis trompé. Non, en fait, c'est peut-être pour éclairer, ou je ne sais pas si éclairer est le mot approprié, ou c'est peut-être épingler un point évoqué par le professeur Ribio, lorsqu'il parle de cette action qui est figée et qui pourrait ressembler en tout cas à un objet exposé. Moi, je réfléchis en même temps parce que moi, je pense que ça reste toujours une forme d'action, l'état figé. Parce que dans ça, il y a, au fait, comme lorsqu'il reste figé, il y a un code, au fait, qu'une personne prononce pour l'activer. Ouais. Et donc, ça reste toujours dans l'acte, en fait. Ce n'est pas rester figé et rien ne fonctionne après, mais non. En fait, c'est une continuité et dans le public, il y a toujours quelqu'un qui a ses codes. C'est un mot de passe pour le permettre de s'activer encore. Voilà, c'est peut-être ça que j'allais rajouter. C'est intéressant parce que comme ça, le point quand le sap est figé, où je vais peut-être reprendre la séquence. Au fait, je suis là, je ne peux pas marcher, mais je pense que tout le monde, disons, les amis sans Kinshasa pourront imaginer. Lorsque vous êtes en mouvement en tant que sapeur et que vous faites, par exemple, ça, vous faites ça avec la bille. C'est vrai qu'il y a un plug pour vous débloquer, mais pendant le temps où vous êtes suspendu, vous êtes comme un mannequin ou un objet qu'on pourrait admirer. C'est comme, dans l'histoire, c'est comme une rupture diégétique. Hein? C'est comme si on passait dans un monde imaginaire pendant quelques secondes avant de reprendre l'action. Donc, l'action est quelque part un peu discontinue. L'action ne va pas d'entrée, mais il y a peut-être des moments de pause où on est figé pendant 1 minute ou pendant quelques secondes, où on peut se poser des questions, où on sort du contexte normal de la marche, où l'interprétation ou la lecture de celui qui observe se fera forcément de manière différente que quand le sapeur est en pleine marche. Donc, il y a un moment, voilà, pourquoi est-ce qu'il fait ceci, Papa Mbobien, pourquoi il s'arrête bien sapé
en faisant le signe du V, par exemple, ou d'Y. Qu'est-ce que ça veut dire? On va le lire différemment que lorsqu'il est sapé en train de marcher. Voilà. Donc, l'action, elle est là, mais elle a des moments de... Il a plutôt des moments... L'action, elle a des moments de discontinuité. Merci. Moi, j'avais une question pour Shinzo. Je voulais savoir si vous pouviez donner un exemple d'interprétation des corps des sapeurs que vous avez pu formuler dans vos recherches, s'il vous plaît. Tu peux pas. Ouais, excusez-moi, je n'ai pas très bien entendu la question. Vous dites un exemple d'interprétation de corps ou de Oui, code? du corps des sapeurs. Vous aviez dit, vous avez évoqué les sapeurs sous le prisme du corps et comment, voilà, il y a une dimension historique, mais il y a aussi cette dimension du corps qui apparaît dans vos recherches. Et je voulais savoir si vous aviez un exemple à nous donner d'interprétation précise du corps lorsque ça concerne les sapeurs. Ah, d'accord. Alors, il y a deux choses fondamentalement. C'est que dans la SAP, le principe de base, c'est de prendre soin de son corps, c'est-à-dire de le laver. Il y a des questions d'hygiène, c'est-à-dire qu'il est posé qu'un sapeur doit être quelqu'un de propre sur soi, quelqu'un qui se lave, donc, quelqu'un qui travaille pour son corps. Ça, c'est l'autre chose. C'est-à-dire que la plupart de sapeurs, finalement, que rencontrés à Kinshasa, ce sont des personnes qui ont des métiers. Il y en a qui font du change de monnaie, il y en a qui font de la vente de carburant, etc. Et donc, ils font des métiers plutôt, je dirais, je dirais pas modestes, mais en tout cas plutôt moyens, en fait. Et qui affirment par la suite qu'ils travaillent pour prendre soin de... Enfin, ils ont évidemment des responsabilités, donc ils ont de la famille, des enfants, etc. Mais la question du corps devient centrale. Donc après, ils vont se mutualiser avec d'autres personnes plus ou moins dans la même situation, à la fois ici à Kinshasa comme à l'extérieur du pays. Il y a des mutualisations en fait sur les vêtements parce que très souvent ce sont des vêtements qui coûtent très cher et donc ça suppose que les modèles de base sont achetés plus ou moins en commun. Après, comme disait tout à l'heure le DG, le plus beau, le plus intéressant là-dedans, même si on ne revient pas souvent dessus, c'est que par la suite ces modèles sont trafiqués. Il y a des codes, principalement chez les Japonais, pour trafiquer les vêtements, pour y rajouter des choses, pour les rendre beaucoup plus, comment dire, marquants, beaucoup plus exubérants, beaucoup plus flamboyants. Et en fait, dans tout cela, fondamentalement, le principe de base, c'est le corps. Et donc, c'est pour ça que je ramenais ce corps dans une histoire plus large, dans l'histoire, je dirais, du pays, en fait. Parce que la conscience dans leurs organisations que le corps doit être magnifié, que le corps doit être entretenu, que le corps doit être mis au centre de toute conception du monde, de toute conception de la vie et de la conception de toutes les pertinences. Et pour moi, lié justement à toutes les négations du corps et tous les moments de négation et de soumission du corps qu'on a connus dans l'histoire de ce pays, à la fois de par la colonisation, même de par les exploitations postcoloniales. Après, les exemples, évidemment, enfin, il y a, comme je le disais tout à l'heure, la plupart de ces personnes se posent d'emblée ou posent leur corps d'emblée comme quelque chose qui passe d'une étape à une autre à travers justement ces questions d'hygiène, à travers ces questions économiques également, sur comment ils appréhendent par la suite les voies et moyens pour
acquérir les vêtements ou en développer. Merci. Moi, je peux ajouter, je pense qu'il y a... c'est pour ça que dans ma présentation, je suis parti des films. Dès que vous aurez le temps, allez voir un peu ces films-là, allez voir Papa Wemba, roi de la sape, allez voir Papa Wemba, le chef coutumier du village molokai. Donc, dans ces deux films, il y a beaucoup d'exemples de questions liées à ces représentations de corps dont Shinzo est en train d'évoquer. Et cela de manière locale, même pendant qu'ils voyagent, pendant qu'ils sont en migration, parce que la sape est aussi une question de migration. C'est une question de déplacement, c'est une question de mouvement, c'est une question de présence. Le sapeur reçoit, ou c'est pour ça que parler du vêtement sans parler du sapeur, là c'est un peu compliqué. Et dans le musée, on peut parler du vêtement, mais on ne va pas parler du sapeur. On peut parler de la sape, mais le personnage du sapeur, lui qui met en scène, parce qu'il ne faut pas oublier que sans ce personnage-là, sans cet être-là, sans lui, en fait, il n'y a pas de sape. Parce que ce côté-là, c'est un côté important. J'avais envie de faire une remarque ou de poser une question un peu générale qui peut-être comprend un peu toutes les présentations d'aujourd'hui. Donc, voilà, à After All, donc on s'occupe principalement d'histoire, de théorie de l'art contemporain. Et une des choses qui nous occupe beaucoup, c'est de décentrer la façon dont on écrit, la façon dont on produit les récits sur l'histoire de l'art globalisé. On essaie de faire ça à partir de points multiples et d'articuler, de produire de nouvelles formes d'écriture et de récits. Donc, de ce point de vue, vous nous avez vraiment donné énormément de matière à penser, à repenser. Donc, on a bien vu qu'à partir de la sape, on peut vraiment repenser les frontières entre les disciplines artistiques. Ça vient aussi questionner la nature, la raison d'être, l'épistémologie et la fonction du musée. Mais j'ai l'impression qu'aussi, finalement, dans la fluidité et la porosité des pratiques que vous avez, que chacun de vous a exposées, il me semble qu'il y a aussi une autre division classique dans la culture occidentale qui est remise en question, qui est celle de la division entre la high culture et la low culture. Et par rapport à la question politique qui a été soulevée plus explicitement peut-être chez Shinzo, où votre Mémorial improbable vient questionner finalement la structuration du Congo autour de plusieurs formes d'exploitation, donc minière, économique, humaine, culturelle, etc. J'ai l'impression qu'on peut lire dans les diverses propositions et dans cette porosité ou une existence de frontières entre les disciplines et entre ce qui pourrait relever de l'art contemporain ou de la culture populaire à travers la musique et la sape. Je me demandais si, voilà, dans quelle mesure on pouvait lire la pratique de la sape et la culture populaire en général comme des sites où s'articule une résistance politique. Enfin, c'est déjà dit par Shinzo, mais voilà, je voulais peut-être entendre chacun de vous là-dessus.
Bon, je peux commencer. C'est quoi? Bon, pour parler de SAP et de questions politiques, mais le vêtement, c'est un outil éminemment politique, ça c'est déjà clair, qu'on le veuille ou pas. Quand vous avez chaque pays a essayé de défendre, ça on rentre dans l'histoire de l'art et du costume, parce qu'il faut aller dans l'histoire de l'art et du costume pour comprendre les développements d'une pièce comme le costume, que ce soit le costume anglais, vous arrivez sur le costume français, et puis vous avez des détails. Moi, quand je suis entré, j'ai commencé à enseigner la mode, c'est là où j'ai vu on avait des cols italiens, des cols français, on avait des cols ceci. Donc, il y a une culture de revendication sur le vêtement qui, ça ne se dit pas clairement, mais ça se vit. Et ça se vit socialement. Et le vêtement est devenu ce support-là où on pouvait revendiquer, on pouvait affirmer et on pouvait parfois limiter. Donc, vous avez cet exemple qu'on a de notre abacos, qui est un modèle qui est copié sur la civilisation chinoise. Donc, tout ce qui a été repris et qui est allé à contresens de l'Occident et qui permettait de revendiquer une autre manière de penser, était vécu comme un élément politique. Donc, dans ce cadre-là, c'est évident, et dans la mode, ça n'y échappe pas. Et le tissu lui-même nous donne ce genre d'informations. Si les sapeurs ont une relation avec un tissu écossais, ils vous diront pourquoi ils ont choisi le tissu écossais. Ils vont vous le décrire. Certains non, mais d'autres oui. Mais de manière très claire, on est dans des éléments, c'est vrai, qui sont des éléments d'ordre du vêtement, mais quand on les développe en profondeur, on touche à cet aspect politique. On y touche. C'est vrai que ça ne se remet pas au devant de la scène et que le sapeur, bon, il peut ou ne pas s'afficher de manière politique par rapport à ça, mais dans la recherche et dans cette histoire, surtout quand on revient sur l'histoire de l'art et du costume et qu'on prend, que j'essaie de mettre en relation avec ce que Shinzo vient de présenter, évidemment qu'on a une relation politique avec ce vêtement-là. Moi, je peux dire quelque chose sur la dimension politique. En revenant à l'introduction du professeur Kalama, quand il disait que la SAP, c'est aussi un lieu d'émancipation. L'émancipation pour les sapeurs, d'abord lui-même, qui sort un peu, je dirais, de l'isolement social et qui fait se confirmer socialement. Donc, qui veut confirmer une identité peut-être qu'il a ou une identité qu'il cherche. Et une identité qu'il veut confirmer dans l'espace, dans son espace social. Aussi, la SAP, elle est éminemment politique, ou tous les mouvements de la sapologie est éminemment politique, dans le sens que les sapeurs, les ambianceurs sont aussi des faiseurs d'opinion. Et du coup, ils peuvent emballer des masses populaires. Et comme des personnes qui ont cette capacité d'emballer des masses populaires, ils deviennent aussi, comment dire, l'homme politique peut les utiliser ou bien peut les suivre de tout près. Parce que s'il mène les foules contre l'homme politique doit agir. S'il mène les foules vers l'homme politique peut utiliser ces hommes-là, ces ambianceurs, et dans beaucoup de pays, pour ne rester qu'au Congo, et donc les deux Congos, Congo-Kinshasa et Congo-Brazzaville, quelque part on trouve des ramifications entre des sapeurs confirmés sur le plan social avec le monde politique. Et donc les politiques peuvent aussi
s'ébreffer ou bien s'allier aux sapeurs pour avoir un certain ancrage populaire. Et donc, comme des gens qui peuvent manipuler les gens, qui peuvent influencer les gens, qui sont des influenceurs aussi, il y a aussi une dimension politique qui intervient et qui entre dans les mondes de la SAP. Moi aussi, je peux rajouter quelque chose là-dessus. Parce que moi, je pense que les sapeurs, il évolue dans une logique où ce qui est important pour lui, c'est de revendiquer une reconnaissance et une considération à la classe noble. Donc, je pense que quelque part, c'est intéressant pour lui aussi d'avoir une reconnaissance de la société. Le reconnaître comme étant une personne noble, je pense que c'est ce qui l'anime aussi dans la façon de vouloir se démarquer ou attirer l'attention. Donc, je pense que ça pourrait rejoindre également un acte revendicateur. Oui. À mon avis, je me questionne si la SAP ne serait pas un élément de résistance économique aussi, parce que ce sont des personnes qui ne sont pas nantis, mais qui arborent des habits, des vêtements qui coûtent apparemment assez cher. Donc, comme pour dire que même si nous vivons dans des situations précaires ou dans des conditions difficiles, nous pouvons vous réjouir, nous pouvons porter des vêtements qui attirent l'attention et qui coûtent cher. Donc, je suis en train de réfléchir dans ce sens-là. Et en même temps aussi, lorsque vous avez abordé la question de la culture populaire, la distinction semble être un peu floue chez nous, où c'est vrai qu'il y a, sur le plan du capital économique, il y a des très riches et des très pauvres, donc on peut faire ces distinctions. Mais en termes de capital culturel, ce n'est pas très, distingué. On n'a pas vraiment une culture de l'élite et une culture du pauvre, un peu à la manière de Cultural Studies. Donc, la culture populaire, elle est vraiment populaire dans le sens où elle embrasse les plus riches et les plus pauvres. Donc, les gens se retrouvent dans la musique populaire, dans certaines formes pratiques artistiques. Les sapeurs sont autant connus, autant adulés, appréciés des personnes qui ont un capital culturel élevé, tout comme des personnes qui n'ont pas suffisamment étudié, tout comme des personnes qui ont suffisamment de moyens et ceux qui en ont très peu. Oui, je voudrais dire quelque chose. On m'a dit que c'était bon. Alors, moi, je voudrais très rapidement, en fait, ajouter juste un élément, parce que je crois que quand on parle de la SAP, il faudra compartimenter ça, parce que moi, je créerai trois catégories de sapeurs. Les sapeurs locaux, qui font partie, en grande partie, des sapeurs populaires dans le sens de la résistance, dans le sens où des fois, c'est des personnes qui n'achètent pas forcément les habits chers. Des fois, ils les confectionnent eux-mêmes et ils ont ce mérite d'être des performeurs et des personnes qui se valorisent, et la SAP devient comme un élément de reconnaissance sociale un exit. Vous avez les sapeurs de la diaspora qui appartiennent encore à la vieille école. La vieille école dans le sens, ça peut être des personnes qui travaillent durement, mais qui économisent pour acheter des habits qui coûtent excessivement cher, parce qu'étant nourris par les chansons de Papa Wemba ou des chansons qui ont été composées par un certain Mombele Nganche Stervos Niakos, c'est des personnes qui continuent encore à acheter parce qu'ils ont un capital. C'est des personnes qui ont des revenus sûrs parce qu'ils habitent l'Europe. Ils continuent à acheter des habits alors que les sapeurs locaux, ils font valoir des griffes qui n'en sont pas. Hein? Donc, parce qu'ils les confectionnent eux-mêmes, voilà. Et c'est très facile quand on est japonais d'inventer des collets, des griffes à n'importe quelle forme un peu bizarroïde. Hein? Donc, voilà. Et puis maintenant, vous avez les vrais sapeurs, en fait.
Les vrais sapeurs, c'est des gens de pouvoir, en fait, qu'est-ce que je voudrais dire. C'est des personnes qui vous achètent des chaussures à 15 000 €, mais c'est tellement discret. Hein? Donc, et ça, ce sont des personnes que vous retrouvez à Kinshasa. Ils sont très nombreux. Ça aussi, c'est une catégorie, mais c'est une catégorie qui pourrait facilement rejoindre la SAP de Brazzaville. Les Congolais de Brazzaville, c'est des personnes qui sont restées beaucoup plus sur la ligne française ou sur la ligne italienne. Donc, même les plus discrets, je pense que la SAP, et il faudra juste remarquer les connaisseurs, comme on le dit. Les connaisseurs peuvent savoir que tel ministre, la chaussure qu'il porte là, c'est une chaussure Weston ou c'est une Berlucci, ainsi de suite. Donc, voilà un peu la SAP qui est omniprésente, mais où les plus visibles restent un peu les Japonais et les gens qui viennent de la partie populaire et qui acceptent volontiers de se prêter à l'exercice, d'être filmés, de passer des interviews, alors que les vrais sapeurs, ils sont invisibles, et pourtant très visibles aussi. Merci beaucoup. Alors, moi, je vais juste ajouter une petite chose. C'est une considération sur le travail photographique de Jean Desparas. Il y aura bientôt une exposition au musée de la photographie d'Anvers, le Fotomuseum d'Anvers, dont il m'a été demandé de participer à l'écriture du catalogue. Et aussitôt, en fait, en revisitant les photographies de Jean Desparas, dont je me suis rendu à l'évidence quand même qu'il y a une différence entre ces photos et celles d'autres photographes plus ou moins de la même période, que sont les Malik Sidibé, Saïd Doudiko, etc. C'est que Jean Desparas, à Kinshasa, photographie des situations qui semblent être permanentes. C'est-à-dire que les corps qui sont devant l'objectif de Desparas et qui paradent devant les objectifs de Desparas ne paradent pas seulement parce qu'il s'agit de prendre une photo, contrairement aux autres. C'est-à-dire que chez Malik Sidibé, chez Sedodico, très souvent, les gens viennent au studio, ils viennent parader parce qu'on va immortaliser le moment. Alors que chez Desparas, c'est une situation permanente d'affirmation du corps dans les soirées à Kinshasa. Et donc, c'est dire qu'effectivement, et ça rejoint ce que disait prof Kalama tout à l'heure, donc il y a une histoire assez importante ici de comment finalement le corps sort de sa négation pour s'affirmer, pour s'affirmer politiquement, parce que s'affirmer économiquement ou s'affirmer dans l'espace, cela revient à prendre en quelque sorte le pouvoir. Et évidemment, la plupart de ces véritables sapeurs ne sont pas forcément ceux qui vont parader avec. Could I just go back to the previous comment that was about the categories? What about the category of the fashion student? Because we're all related to art schools and design schools. And so when a fashion student creates something that is aligned to the styles that we've been describing, where do they sit in terms of a category? Because they are, in a way, both artist and impersonating something. They're using it as a reference. And could you comment about that? Because it's not folklore, it's not costume, but it's fashion, and fashion exists always in relation to the other two and feeding on the fantasy of costume, you know, the fiction of costume and the tradition of folklore, but it's a reinterpretation for something that is alive, and that's why there's the tension with the word of the, you know, the word museum that we were discussing before. But where does the fashion student's work fit within this conversation?
Est-ce que vous voulez que je traduise? Oui, oui. Oui, donc la question porte sur le... Oui, 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 oui. Il y a un... Allez-y, allez-y, allez-y. D'accord, oui, donc la question de Judith porte sur le statut des travaux des étudiants en mode. Comme nous sommes dans des écoles d'art et des écoles de mode, et que finalement, le travail des étudiants se nourrit de traditions de costumes, du folklore, dans lesquels les catégories de la SAP se retrouvent. Et donc, quand on est face à ce travail des étudiants qui se nourrit de ça, qui le référence, qui se le réapproprie ou qui le réoriente, qui en fait quelque chose d'autre, on est dans une autre relation avec le musée, et ceci vient finalement en fait aussi remettre en question la partition de la SAP telle qu'Henri les a exposées. Ah, d'accord, c'était une intervention par rapport à... OK. Qu'il répète. S'il vous plaît, Eden. Allô, vous nous attendez? Oui. Oui. Il y a eu un petit souci de connexion. Du coup, s'ils ont parlé, puis c'est vous qui avez commencé à parler, on n'a pas... Il y a une coupure un peu. En fait, il faut que vous... Alors, en résumé, c'est la question de l'invention des étudiants en mode qui s'approprient et réinventent les codes de la SAP. Et donc, en gros, ça viendrait remettre en question la partition des catégories de la SAP telles qu'Henri les a présentées. Parce qu'effectivement, on est là face à une invention de la part d'étudiants en mode. Et donc, ça vient aussi reposer la question non seulement des classifications, mais de la relation de la SAP au musée. D'accord. Bon, il y a effectivement des catégories. Moi qui enseigne dans une école de mode, moi je suis plutôt témoin d'une manière dont les gens se réinventent la SAP qui leur convient. Donc, ils se réinventent la SAP qui leur convient et qu'ils jugent être équivalente à celle qu'ils voient dans les revues, à celle qu'ils voient dans la vie courante. Donc, il y a aussi cette expression de réinventer, de réinterroger, mais aussi de se réapproprier. Donc, la construction de cet élément, donc le vécu de la SAP ou l'imaginaire de la SAP, c'est évidemment, il y a une participation des personnes qui la construisent au quotidien. Donc, ce qui fait qu'ils n'ont peut-être pas les mêmes références, ils ne portent pas la chaussure avec tel nom, mais ils se sont construits au fil de... Ça c'est quand on entre dans le côté étudiant. Donc, ils se construisent dans leur travail une manière de vivre la SAP, une manière de la communiquer. C'est vrai que au final, c'est pour une petite anecdote, quand j'enseigne à des étudiants, certains se disent, bon, dès que je termine ici, il faut que je fasse ma marque pour que je l'affirme comme telle, que je l'affirme comme la marque que portent les chapeurs. Je veux qu'elle soit portée dans le monde entier, qu'elle soit portée par telle ou telle personne. Et donc, cette affirmation-là, c'est aussi un processus de construction. Et donc, ça peut être extrêmement intéressant dans cette ambivalence d'avoir des sapeurs qui sont dehors, qui exploitent des textiles qui sont en train de venir de l'extérieur, des vêtements qui sont cousus, et des gens qui veulent construire une SAP selon eux. Une SAP selon ce qu'eux, ils imaginent. Une SAP selon ce qu'ils veulent vivre. Donc, ça, c'est vraiment une dimension côté éducatif, puisque Judith a soulevé les catégories d'étudiants.
Je pense que de ce côté-là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à explorer, vraiment, beaucoup de dynamiques. Je pense que oui, c'est un terrain d'exploration qui mérite de prendre également son temps. Voilà, merci. Il nous reste 10 minutes, donc s'il y a des questions de la salle, ça serait, on les prend volontiers. Questions or comments from the audience? Thank you very much. My name is Marloes Jansson. I'm professor of West African anthropology here at SOAS. I greatly enjoyed the entire day. I learned a lot. I learned many new things. Is it on or? Yes, okay. Thanks to all of you. Thanks to the panelists. We covered quite a lot. We spoke about the political dimension, about the body. We spoke about the artistic dimension. One element which I missed was gender. Where are the women? So a couple of years ago, we had an exhibition on sapeurs here at the Brunei Gallery at SOAS. So I want to ask you, could you explain more about the role of the women? And it became very clear today that La Sape has to be seen as a kind of appropriation of clothes as a way of protesting against the colonizer. In the same way, can we see that women are appropriating male clothes, the clothes of men, in order to, as a kind of protest? Is this a kind of emancipation? Is it a kind of a protest against ingrained gender constructs, ingrained gender roles? So what's the role of the women in this all? So I'm really asking from an anthropological point of view. I'm interested in the role of the women in the cultural context. Thank you. Thank you. Je vais traduire où ça va. Je traduis vite. Donc, voilà, il y a your name again. Marloes, donc, est professeur d'anthropologie spécialiste de l'Afrique de l'Ouest, ici à SOAS, donc l'école des études orientales et africaines, où s'est tenue il y a quelques années une exposition sur les, non pas les sapeurs, mais les sapeuses. Donc, elle demandait finalement où étaient les femmes dans les présentations, et notamment en lien avec le fait que on connaît bien finalement le fait que la pratique des sapeurs est une pratique d'appropriation par rapport et de revendication par rapport à l'histoire coloniale. Et il y a apparemment depuis ces dernières années aussi un phénomène d'appropriation des femmes des vêtements masculins. Donc voilà, c'est le commentaire question de Marloes porte là-dessus, sur la question du genre. Merci beaucoup. Je crois que je vais la prendre. Merci. Merci pour cette contribution. Oui, la question des femmes, c'est depuis une dizaine, plutôt une quinzaine d'années, dans les répertoires des sapeurs, il y a également des femmes qui sont des sapeuses. Alors, elles sont assez minoritaires, mais on peut les distinguer en catégories. C'est à ce moment-là que je peux rejoindre les formes des sapeurs. Bon, quelque part, quand le professeur Henri Kadama parle des sapeurs silencieux ou des sapeurs silencieuses, on a des sapeuses mais qui n'ont pas le même statut que les sapeurs dans la rue. Elles sont sapeuses parce qu'elles ne coupent que du sur-mesure. Leur garde-robe, c'est rien que du sur-mesure. Et le tissu qu'elles choisissent, c'est un tissu qui n'est pas moins. Donc, s'il n'y a pas de dentelle, s'il n'y a pas de perlage, s'il n'y a pas d'éléments en or, doré, pailleté, elle ne prend pas. Donc, on a une catégorie de femmes comme ça, qui sont une catégorie de femmes, mais qui sont moins visibles que les sapeurs. Elles le sont moins. Elles le sont moins sur la scène parce que je pense qu'elles n'en ont pas besoin, mais que pour elles, elles vivent la sape au quotidien avec à chaque fois un goût très, très prononcé pour le vêtement.
Et donc, par exemple, cette catégorie de sapeuses, on peut les appeler ainsi, ce sont des femmes de ministres, ce sont des femmes d'affaires, ce sont des femmes de ceci, qui occupent des postes assez élevés. Et on a effectivement des sapeuses qui, eux, accompagnent les sapeurs dans la scène de la rue. Donc, il y a une distinction comme ça, de point de vue social. Et cette distinction-là, elle n'est pas perceptible parce que c'est vrai qu'on est en train d'étudier la SAP sur différents angles. Et cet angle-là nous apporte aussi une réponse sociale par rapport à la présence de ces femmes. Dans les clans des Japonais, c'est là où on peut revenir à ce côté imaginaire par rapport au lieu ou à la géographie. On a des Japonaises. Elles sont très peu. Et le fait qu'elles soient peu, localement, c'est vécu comme du folklore. C'est-à-dire que, tiens, on est habitué à voir des hommes, mais tiens, il y a aussi une femme qui se met et qui dit qu'elle est sapeuse. Bon, elle fait la sapologie parce qu'elle aime ça. Et donc, on s'intéresse peut-être un peu moins à ces femmes-là parce que la société localement les perçoit différemment. Mais elles sont là. Elles sont vraiment présentes. Et du coup, je me réjouis d'avoir une question comme ça sur le genre, parce que moi, j'enseigne dans une école où il n'y a que des femmes. Donc, ma salle est remplie de plus de 35 femmes qui font des dessins de mode, qui sont en train de faire des collections. Et généralement, je peux vous dire que quand elles sont pas encore en bac plus 5 master, quand elles ne sont pas encore en master, le seul rêve qu'il y a, c'est le rêve de la robe. Mais il y a 2 ans, il y a 2 ou 3 ans, j'ai eu 4 personnes qui voulaient faire des vestiaires hommes. Uniquement des vestiaires hommes, mais qui sont habillés sur des femmes. Et disons que c'est assez particulier, mais c'est assez rare. C'est assez rare. Vous aurez plus des gens qui sont dans les robes, vous aurez plus des gens qui sont dans des trucs en dentelle, qui sont en paillettes, mais vous aurez rarement des femmes qui sont en costume cravate et en bretelles. Donc, qui vous imagine le répertoire masculin, mais sur un côté féminin, avec des touches évidemment assez particulières. Non, mais grand merci pour cette question et nos salutations à, je n'ai pas retenu son nom, mais vous avez toute la chaleur de Kinshasa. C'est... Can they see me? I want them to know I have a mic already. So. Is it okay if I go? Yeah, go ahead. Please go up. They can see, yeah, just. Oh, they can see me now. Okay. No, I think I'm fine. Sorry. Merci beaucoup. Mon nom, c'est Séraphin Kamdem. Je suis ici à SOAS comme enseignant. Je voudrais poser une question sur l'aspect politique de la SAP. Et je suis vraiment content d'avoir une présentation comme celle de Prisca qui reprend les aspects historiques. En fait, tout ce que vous avez présenté positionne la SAP dans le tissu historique et socio-culturel du Zaïre et puis du Congo. Mais mon problème, c'est cette dimension politique de la SAP qui n'est jamais profondément analysée et qu'il faut le faire. Donc, on repart d'abord de Mobutu comme celui qui a initié le mouvement culturel qui est connecté à la SAP. À bas cost, ça c'est Mobutu. Copier, par exemple, l'habillement de Mao, ça c'est Mobutu. On remonte maintenant, pour que je ne prenne pas trop de temps, au gouvernement congolais qui achète la maison de Papa Wemba pour en faire un musée. La connexion politique est directe. Mais ma question, c'est l'alignement idéologique des sapeurs comme mouvement social et comme des acteurs sociopolitiques. Et je reprends toujours l'avis de Papa Wemba
et le principe de la talakou en politique, où les sapeurs et les musiciens qui sont sapeurs s'alignent derrière les hommes politiques. Et à ce moment, ma question, c'est donc, quand on parle de la résistance politique, c'est la résistance contre qui ou contre quoi? Quand on parle de la SAP comme mouvement de revendication politique, revendication de quoi? Parce que la SAP est une émanation du peuple. Mais est-ce qu'aujourd'hui, les sapeurs représentent le peuple? Depuis l'exploitation du Congo, du Zaïre, après la chute de Mobutu, l'émergence de la famille qui a repris le pouvoir pendant si longtemps et la situation actuelle où le pouvoir est rentré à la dynastie Tshisekedi, le Zaïre, le Congo, continue, le peuple zaïrois continue de souffrir énormément l'exploitation des mines, la guerre. Qu'est-ce que les sapeurs comme acteurs sociaux, qu'est-ce que la SAP comme mouvement socio-culturel historique représente ou fait en termes de revendication politique ou de résistance politique contre l'exploitation du peuple congolais? Ça, c'est ma question. Merci encore. Non, mais grand merci. Je crois que ce sera... Oh, non, ok. Oui, mais Prisca, Puisque tu peux dire quelque chose. non, c'est Cizo qui peut répondre à ça. D'accord. Alors, je vais y répondre. Je pense que c'est assez simple. En fait, je crois qu'on a assez largement parlé à la fois de la SAP comme, comment dire, comme mouvement populaire, c'est-à-dire on a parlé des groupes ou des personnes regroupées au sein de mouvements tels que les Japonais, les Italiens, etc. Mais d'autre part, on a parlé aussi de la SAP comme d'une culture plus large et du contexte, si vous voulez, d'émergence de cette culture-là. De ce point de vue-là, moi, je ne dirais pas que la SAP serait un mouvement politique avec des revendications précises. Je dirais plutôt que c'est une sorte de produit culturel avec plutôt des affirmations. Donc, je dirais qu'il est question davantage d'affirmations que de revendications. C'est pour ça que je suis parti personnellement, en tout cas dans mon intervention, de l'histoire des corps qui ont été soit soumis, soit reniés par l'histoire politique de ce pays, et donc qui par la suite ont dû s'affirmer. Sinon, la SAP, principalement, en tout cas dans le contexte de Kinshasa, pour ceux qui sont engagés dedans et qui s'affirment, ou en tout cas qui vont se nommer comme tels, ils se présentent plutôt comme faisant partie d'une religion. Et une religion, habituellement, ça n'a pas de revendication, c'est plutôt quelque chose qui s'affirme. C'est de l'ordre de la foi, on est dedans, on porte la chose et cela s'arrête là. Après, sur le lien avec Mobutu, je pense que cela rejoint la question plus large, ou en tout cas la SAP comme culture, telle que l'évoquait tout à l'heure le prof Kalama. Et effectivement, il y a beaucoup de personnalités politiques, de personnalités économiques au Congo qui, sans être des sapeurs exubérants, donc avec un style vestimentaire proche de celui de ce qu'on appelait les Japonais, vont affirmer, si vous voulez, la centralité de leur corps différemment, c'est-à-dire en l'habillant très chèrement. On parlait tout à l'heure de chaussures à 30 000 €, etc. C'est-à-dire ce sont davantage d'affirmations que de revendications. S'il vous plaît,
s'il vous plaît, lié à la performance, la SAP peut être le lieu des revendications. Mais la SAP elle-même, en soi, c'est-à-dire c'est de vestir très élégamment, très cher, ça peut être, c'est vraiment moins une revendication. D'ailleurs, c'est plus, sur le plan politique et social, c'est rejoindre un peu la classe politique des justeurs. Et sur ce point-là, on ne peut pas parler de la SAP comme lieu de résistance, comme lieu, c'est vraiment, ça devient le contraire. Mais quand on lit la SAP et la performance artistique, elle peut devenir le lieu d'une revendication. Mais là, c'est du point de vue artistique. Je voudrais aussi ajouter, je pense que si on considère la SAP comme un mouvement politique de revendication politique dans le contexte actuel, ça serait pousser le bouchon un peu plus loin. Donc, dans le contexte d'émergence, c'est une revendication qui est politique, mais à travers un biais culturel. Politique parce qu'on est dans un contexte de colonisation et les Africains qui sont à l'époque, dans les années 20, 30, 40, veulent être autonomes, veulent être indépendants. Et le fait de pouvoir prendre les habits du maître, s'habiller convenablement, leur permet de montrer, même comme pour la négritude, même à travers les lettres, que l'Africain est aussi capable. L'Africain peut s'habiller comme son maître. L'Africain peut être l'homologue, l'égal à son maître qui le colonise. Et donc là, à travers la mode, à travers la culture, on assume une revendication qui est politique, qui aura pour apothéose les indépendances. Mais maintenant, nous sommes dans une autre époque. La SAP prend plusieurs directions sur le plan esthétique, sur le plan peut-être un peu économique, mais ça ne va pas dans le sens d'un mouvement de revendication politique pour faire tomber des régimes ou pour porter certaines causes. Cette orientation, elle n'est pas dans le contexte actuel. C'était vraiment politique, mais dans un contexte bien déterminé avant les indépendances. Oui, je voulais dire quelque chose. Je crois que si le mouvement de la SAP au Congo est très connu, mais je ne pense pas que le Congo n'a pas le monopole en fait, de cette SAP. En fait. C'est un phénomène africain, hein, donc qu'on pourrait retrouver un peu partout. Mais je crois que des études pourraient être diversifiées. Hein, donc, pour dire qu'au départ, des personnes dont on appelait évoluer, en fait, qui voulaient donc évoluer entre guillemets, hein, donc parce qu'il y a une catégorie de Congolais comme ça, que les colons considéraient comme des personnes qui étaient en voie de rejoindre la civilisation et que par conséquent, ces personnes étaient meilleures que les Congolais moyens. Alors, c'est des personnes qui étaient dans la mimique, en fait, du colonisateur. Mais et là, l'habit, je ne pense pas que cet habit était un élément des combats, des revendications, mais c'est peut-être s'il y avait une revendication sociale, c'était encore par rapport aux compatriotes. Hein, aux compatriotes pour dire, voilà, moi je suis quelqu'un qui est peut-être proche du blanc parce que j'arbore tel élément. Ici, la SAP dont nous parlons, c'est une SAP qui naît dans l'imaginaire des génies comme Niarchos ou comme encore Kadima, Koulamambo de Brazza, les Moulé, toutes ces personnes qui, dans leur délire, en fait, hein, dans leur délire, on ne sait pas l'état second occasionné, je ne sais pas je ne vais pas stigmatiser la consommation, hein, des stupéfiants, en fait, des gens qui rêvaient sur des lendemains meilleurs et qui avaient accès à des moyens qui pourraient, bon, pour la plupart, en fait, c'était aussi qui avaient un accès à des biens de valeur. S'il y a des personnes qui les achetaient, d'autres ne les achetaient pas, ils les prenaient. Mais ils ont carrément, on est arrivé à un niveau que la SAP est devenue une religion. Alors, je crois que c'est quoi le but de la religion?
si ce n'est pas un moyen de transcender, si ce n'est pas une thérapie, de nos jours, je crois que ça devient un moyen de reconnaissance sociale et de bien-être. Donc, tout discours qui voudrait considérer la SAP aujourd'hui comme moyen de la résistance contre la colonisation, peut-être qu'il pourrait y avoir des éléments qui s'ajoutent un jour, mais à ce jour, les sapeurs, je crois qu'ils le font beaucoup plus pour, soit si ce n'est pas pour une reconnaissance sociale parmi leurs pairs, c'est beaucoup plus une thérapie. Des fois, c'est sans raison, c'est le mieux-être que tout le monde recherche, qui font que toutes les personnes qui ont des moyens aujourd'hui, la première des choses quand ils ont de l'argent, c'est visiter tous ces grands magasins. Je peux vous parier aujourd'hui, si vous allez à Paris, vous allez à Bruxelles, même à Londres là-bas, alors donc si vous posez une caméra devant ces grands magasins-là, ah bien, je ne pourrais pas m'avancer sur les statistiques, mais je crois que vous rencontrerez quand même un grand nombre de personnes assez respectables qui vont devoir entrer là-bas, parce que nourris pendant longtemps à cette chanson, nourris, donc ça devient quelque chose qui se justifie plus. Et je trouve que on ne pourrait pas demander plus à une personne qui puisse utiliser ça comme un moyen de revendication, quoi que ce soit. Ça devient juste un phénomène social, ça devient un phénomène culturel et il faudrait l'accepter tel que cela se présente, mais c'est quelque chose qui permet à ce que la société congolaise puisse être celle qu'elle est, colorée, vivante et positive. Et juste 30 secondes pour dire que là aussi pourraient intervenir les mêmes dans la mesure où nous tous, de manière consciente ou inconsciente, on sait que nous devons bien nous habiller. Nous avons certains codes qu'on respecte. Donc, même si on est dans la troisième catégorie des sapeurs ordinaires, mais au moins, tout le monde qui naît ou tout le monde qui est dans l'environnement de Kinshasa sait qu'il faut s'habiller d'une certaine façon, même si on n'a pas beaucoup de moyens, mais il y a quand même des accords ou des combinaisons qu'on fait ou qu'on ne fait pas. Voilà, merci Ribio et Henri pour ces dernières remarques. Je crois qu'on va conclure là-dessus. En tout cas, on voit bien que c'est une pratique d'une vitalité extraordinaire et que voilà, on est laissé là avec toute une série de questions. On voit bien que c'est aussi une pratique qui continue d'évoluer, qui a un avenir et que c'est quelque chose aussi qui ne concerne pas uniquement le Congo, mais qui devient une pratique globale. Donc, on se réjouit de poursuivre cette conversation. D'ailleurs, voilà, pour vraiment aller vers la conclusion, je voulais juste dire que la journée d'aujourd'hui a été enregistrée, elle va être archivée sur le site du projet After All Art School, qui est afterallartschool.org, sur lequel nous hébergerons également les contributions écrites de Prisca, Ribio, Cédric et Sinzo, que je remercie encore. Et donc, on se réjouit de reprendre cette conversation avec vous et puis d'avancer encore dans cette très belle collaboration. Et on espère pouvoir un jour aussi vous rencontrer en personne, donc peut-être à Kinshasa ou à Londres ou également dans les deux lieux. Donc, un grand merci encore et puis on vous donne des nouvelles bientôt. Voilà. Et puis, je voulais aussi remercier le public et mes collègues présents sur scène aujourd'hui, tous nos partenaires, London Center for Fashion Curation, CSM Fine Art, SOAS. J'espère que j'oublie personne, non? Voilà. Donc, bonne fin de journée à tout le monde et à très bientôt. Puis vraiment merci. Enfin, voilà, j'espère qu'on pourra tous rester en contact. Merci. Prisca, Libanga Berlin.